Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo qui correspond à notre cours d'histoire-géographie pour aujourd'hui, mercredi 30 septembre. Nous allons aujourd'hui finir notre thème 1, les empreintes grecques romaines, concrètement notre chapitre 2, les empreintes romaines. Ensuite, nous allons aussi commencer notre thème 2 d'histoire. Tout d'abord, hier, nous avons travaillé la romanisation et la citoyenneté romaine avec cette question: quelles sont les formes et les limites de la romanisation et comment s'étend la citoyenneté romaine? Comment s'exprime cette romanisation de la Méditerranée? Nous avons vu la romanisation des Bretons à travers le document 2 de la page 44 et de quelle façon les peuples qui sont colonisés vont vouloir envie de partager la civilisation romaine à travers la construction des villes type romaine avec les bâtiments et les structures typiques de ces villes. Par exemple, l'organisation avec un cardum et un decumanum, ou aussi l'utilisation des espaces comme les marchés, de la même façon que les Romains construisaient dans la péninsule italique. Mais cette romanisation, ce n'est pas seulement à travers les villes. On a vu aussi ces documents-là, les cercles romains ici à Lyon, et comment les coutumes et les habitudes romaines vont aussi être acceptées par les peuples colonisés. Ces peuples colonisés vont, d'une large façon de faire, pouvoir assimiler tout type d'habitudes romaines sans poser trop de problèmes. Cet exemple est très parlant. Nous avons fini pour lire ces documents, l'édit de Caracalla, qui nous montre comment les Romains vont voir la citoyenneté d'une façon complètement différente à celle que le grec athénien fera 3 siècles avant, ou 4 siècles avant. Ici, précisément, Caracalla donne la citoyenneté à tous les hommes libres. Et il associe à la citoyenneté les charges qui pèsent sur tous. Vous voyez la contrepartie. Nous sommes citoyens, mais nous devons payer des impôts. L'unique différence, et peut-être la plus importante avec le monde grec, c'est que même si le monde grec, être citoyen était plus compliqué, on avait le droit de vote et on pouvait exprimer notre façon de penser. Dans un empire, l'empereur n'est pas désigné par le peuple. Nous sommes aussi vus à la fin de l'heure la Pax Romana avec ces deux questions. Que permet la Pax Romana et quel autre élément favorise la diffusion des échanges? Ce document, l'Empire et le commerce au milieu du IIe siècle, nous montre de quelle façon les Romains ont développé leur voie de communication terrestre et aussi maritime pour pouvoir connecter tout l'Empire sans laisser aucun territoire sans pouvoir être utilisé dans le monde du commerce, dans le monde de la production. Comme vous voyez dans la légende, un empire en sécurité, on voit quels sont les limes fortifiés, ces premières frontières, ces premiers remparts, ces premières murailles qui vont défendre l'empire, qui marquent bien la limite entre le monde connu et les barbares, et aussi où ils vont être placées les légions, comme je vous avais montré déjà, les Rhin et les Danube, comme frontières naturelles, qui vont commencer déjà à protéger l'empire des Germains, des Sarmates, de tous les peuples barbares qui voudront, à travers le Rastia, profiter de la richesse de Rome. Nous voyons aussi quelques-unes des légions placées, pas seulement dans la frontière, sinon dans les endroits géographiquement plus sensibles
pas seulement toujours à côté des frontières. Et dans la légende, il nous parle aussi d'un empire prospère, où nous avons vu comment ils vont être capables de faire du commerce avec tout type de marchandises qui viendront d'ailleurs. Donc les barbares, peut-être les barbares pour sa façon de penser, mais les commerces et les matières primaires sont toujours à prendre. Ici, on voit comment dans l'Afrique arrive l'or, l'ivoire, les esclaves, et aussi des fourrures des esclaves du nord de l'Europe, où on voit aussi des épices de l'Inde par rapport à la route de la soie. Comme je vous avais aussi parlé, cette capacité de défendre les voies terrestres et les voies maritimes donneront vraiment la grande richesse de l'Empire romain. C'est une façon de s'étendre la citoyenneté. Mais en plus de ces échanges de marchandises, quel autre type d'échange peut se développer? Le document 6 de la page 47 nous aidera à comprendre celle-ci. Voilà le document. On voit en frise et on voit les dieux Mitra. On le voit, la lecture nous dit Mitra tuant un taureau, colonie romaine au Liban, 2e siècle, après Jésus-Christ, musée du Louvre Paris. Mitra, c'est un dieu d'origine iranienne qu'il sera aussi accepté et assimilé par les Romains. C'est pour cela que cet échange de mentalité sera pas seulement de marchandises, sinon aussi même de façon de croire. Et des dieux et des déesses d'autres peuples vont pouvoir s'introduire et enrichir les partenaires romains. Le culte de Mitra d'origine iranienne s'exerce dans les temples nommés Mitraïum. Il s'est répandu dans l'Empire par l'intermédiaire de commerçants et surtout de militaires, ce qui explique sa présence dans les ports auprès du Limès. L'assimilation et le mélange seront vraiment la clé de la réussite de l'Empire romain. Quelles sont ces idées que vous devez retenir après cette 4e séance? L'extension de l'Empire entraîne une romanisation qui n'est pas toujours bien acceptée et la paix dans l'Empire facilite les échanges commerciaux et culturels. Point C, la transformation de l'Empire sur des bases chrétiennes au IVe siècle. Comme nous avons vu au début des empreintes romaines, dans notre frise chronologique, nous allons travailler jusqu'à l'empereur Constantin, jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, où l'Empire va vivre une révolution majeure au niveau de la mentalité, comme sera l'acceptation d'une religion monothéiste, le christianisme. On vient de voir comment ces échanges culturels des dieux et des déesses d'autres peuples, d'autres pays, d'autres régions seront un signe de force romaine. Mais les chrétiens et son monothéisme et sa négation d'autres types de dieux sera un changement brutal qu'il fera changer Rome d'une façon inéluctable. Que fait Constantin pour le christianisme? Nous pouvons répondre à cette question à travers le document 2 de la page 48 et le document 4 de la page 49. L'édit de Milan 313. Borne chronologique très importante, un événement majeur. Nous, Constantin et Licinius Auguste, nous étant réunis à Milan, avons résolu d'accorder aux chrétiens et à tous les autres la liberté de pratiquer la religion qu'ils préfèrent, afin que la divinité qui réside dans les ciels soit propice et favorable aussi bien à nous qu'à tous ceux qui vivent sous notre autorité. De cette manière, la divinité suprême que chacun de nous honorera désormais librement pourra nous accorder sa faveur et sa bienveillance accoutumée. À partir de ce moment, nous permettrons aux chrétiens d'observer leur religion sans qu'ils puissent être inquiétés ou molestés d'aucune manière.
nous laissons aux chrétiens la liberté la plus complète, la plus absolue, de pratiquer leur culte, et puisque nous l'accordons aux chrétiens, les autres doivent posséder les mêmes droits. Il est digne du siècle où nous vivons, il convient à la tranquillité, donc jouit l'Empire, que la liberté soit complète pour tous nos sujets d'adorer les dieux qu'ils ont choisis, et qu'aucun culte ne soit privé des honneurs qui lui sont dus. Constantin, empereur d'Occident, et Licinius, empereur d'Orient. Préambule de l'édit de Milan, 313. Vous voyez déjà ici plusieurs caractéristiques de cet édit de Milan, et surtout, il nous montre comment déjà l'Empire romain est déjà fractionné. Car nous avons deux empereurs, celui-là d'Occident et celui-là d'Orient. L'Empire, au IVe siècle, après Jésus-Christ, il commence son déclin. Il n'est pas aussi fort, il n'arrive pas à maintenir ses frontières, et les pressions étrangères, comme les problèmes internes, font qu'il n'arrive pas à pouvoir rester soudé. Il préfère donc se séparer pour mieux gérer chaque territoire. L'Empire se divise entre l'Empire d'Orient, avec la capitale en Constantinople, et l'Empire d'Occident avec la capitale à Rome. Les chrétiens vont vivre plusieurs siècles persécutés par rapport à leurs idées. Le monothéisme était très rare dans le monde méditerranéen et sera un problème pour ses croyants. Mais Constantin, avec ses édits de Milan, va essayer, comme un premier pas, de pouvoir montrer que la liberté et la paix de l'Empire, c'est aussi que chacun puisse croire au Dieu qui lui convient. Pour l'instant, il n'impose rien, seulement il accepte le christianisme et il laisse les chrétiens croire à son Dieu. Les Romains ne comprenaient pas le monothéisme, mais à ce moment-là, ils vont arriver à la conclusion que c'est mieux, s'il existe vraiment, c'est lui qui existe, c'est celui-là qui existe, c'est Dieu-là. Laissons-le croire à ces dieux et qu'il puisse aussi prier pour nous. Le plus important, c'est que nous, l'Empire romain, on continue à exister. Peu importe quel Dieu va nous donner la possibilité de nous sauver. Le plus important, c'est de nous sauver. Donc, sur cette base, Constantin, très influencé aussi par sa mère, commencera à accepter le christianisme. Nous avons maintenant ce document où on voit Constantin qui préside le concile de Nicée. Sur ces conciles-là, les choses ont changé. Ces conciles rassemblent près de 300 évêques venus de tout l'Empire. Il est présidé par Constantin et il fixe un nouveau dogme, les credos, et rejette la doctrine chrétienne d'Arien. De cette façon, Constantin continue à faire un pas en avant à faveur du christianisme, car il va homogénéiser les différents types de croyances et les différentes lectures du christianisme qui s'étaient étendues dans l'Empire. Lui, comme empereur, il va prendre en main l'obligation et le travail de dire à tous les chrétiens qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut lire, et qu'est-ce qui s'est accepté ou pas. Vous voyez l'évolution. D'abord, avec l'édit de Milan, il accepte le christianisme avec le reste des religions de l'Empire. Ensuite, avec le concile de Nicée, il va l'homogénéiser pour qu'il soit plus fort, pour éviter les discours qui vont être contradictoires, qui étaient contradictoires entre les propres chrétiens. Et ensuite, quelle sera l'évolution par rapport à la religion que Constantin réalisera après le concile de Nicée? Nous pouvons le voir à travers le document 2 de la page 50, les décisions de l'empereur Théodose. Que nul ne sacrifie un animal
innocent que nul n'entre dans le sanctuaire, ne fréquente les temples et n'adore des statues façonnées des mains de l'homme, sous peine de se rendre passible des sanctions divines et humaines. Tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise au roman par l'apôtre Pierre. Théodose, édit de Milan 391. Que personne, absolument, quel que soit son rang dans les dignités humaines, qu'il soit puissant par l'hasard de la naissance ou modeste par le sort de la condition, en aucun lieu ne sacrifie une victime innocente à des statues dépourvues d'intelligence ni, par un sacrilège, plus discret, adorant son Dieu, l'art par du feu, son génie par du vin pur, ses pénates par un parfum, n'allume de lampes, ne répandent l'encens, n'accroche des guirlandes. Si quelqu'un a immolé une victime, qu'il soit dénoncé. Théodose, édit de Constantinople, 392. À ce moment-là, Constantin il est déjà mort, mais il a marqué les chemins à suivre pour les prochains empereurs. Théodose, ici, son héritier, interdit le reste des religions et établit comme unique foi et unique religion de l'empire de son empereur celle de l'apôtre Pierre, le christianisme. Il punira tout type d'adoration que les Romains faisaient depuis plus de 5 siècles, comme par exemple avec le pénate, ces dieux qui protègent le foyer, ou ces sacrifices d'une victime innocente. Il va le punir, il va l'interdire, il va le poursuivre. Voyez l'évolution. Si au début de notre ère, c'est le christianisme qui était persécuté, en 4 siècles, ça va changer complètement la donne. Ça sera les chrétiens qui vont poursuivre les restes des religions. Constantin et son rôle sera un rôle majeur avec l'édit de Milan et de Nicée et le concile de Nicée. La diffusion de la religion chrétienne sera très largement acceptée à partir du 4e siècle après Jésus-Christ avec Théodose et surtout avec ces 2 lois, ces 2 édits qui vont interdire tout type de religion autre que la chrétienne. Et Théodose comme figure majeure pour la religion chrétienne à la fin de son mandat. De cette façon-là, nous finissons le premier chapitre avec le thème 1 et le thème 2, que nous réaliserons l'examen écrit la semaine prochaine, comme c'était prévu. Concernant l'examen de la semaine prochaine, vous savez déjà toute la méthodologie qu'on a partagée depuis l'année. Je vous conseille de travailler pour l'examen la réponse à une question problématisée, car il y aura une question problématisée. Cette réponse à une question problématisée et avec l'analyse du document, qui aura aussi une analyse du document, et la réalisation d'une production graphique, un des 3 exercices prévus pour les épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie à partir de 2019-2020 en première générale et en 2020-2021 en terminale. Cette méthodologie va nous suivre tout le long de l'année jusqu'à votre année de terminale. Comment vous devez réaliser? L'énoncé du sujet est sous forme d'une question fournissant la problématique, suivi en première les indications proposant un plan. Pas d'indication en terminale. Les élèves disposent d'une seule heure pour cet exercice. La réponse fait donc 2 ou 3 pages. Nous, comme nous sommes en train de nous entraîner, faire notre entraînement, durant l'heure, nous réaliserons l'analyse d'un document, une réponse problématisée. Donc, ça sera beaucoup plus court. Le brouillon sert à préparer le plan détaillé, l'introduction, les parties et la conclusion.
pour essayer de structurer et ne rien oublier. C'est ça le plus important. Quelle est votre façon de pouvoir réaliser cette question problématisée? D'abord, une introduction. Ensuite, encore de textes structurés et précis. Et une conclusion. Comment nous devons faire cette introduction? Commencer par une courte histoire aux situations pertinentes. Nous pouvons présenter les sujets situés spatialement ou chronologiquement. Quels sont les choix à justifier ou annoncer cette problématique qui ouvre le débat? Nous pouvons aussi amorcer les parties du plan, comme une chronologie ou thématique en histoire. Les corps doivent être structurés de 2 ou 3 parties équilibrées. Nous devons introduire chaque partie et chaque sous-partie. Il faut utiliser un vocabulaire de la discipline. Là, je m'arrête car on vient de faire l'examen hier de vocabulaire. Tout ce vocabulaire, il faut l'utiliser dans votre réponse à la question problématisée. Il faut accompagner chaque argument d'un exemple, au moins. Très important. Pouvoir accompagner chaque argument avec un exemple. Il faut essayer de rester neutre. Et la conclusion, il faudra faire un bilan synthèse de l'argumentation, donnant une réponse à la problématique. N'oubliez pas que dans notre conclusion, on répond toujours à notre problématique, de la même façon qu'on fait durant nos cours. On a toujours une problématique du chapitre, problématique de la séquence et une problématique de la séance, qu'on répond au fur et à mesure. Bien sûr, toujours être conscient d'avoir une bonne expression écrite, un style, une calligraphie agréable à lire. Important, vous ne voulez pas que je devienne aveugle. Respecter l'orthographe, la grammaire. Et bien sûr, l'histoire s'écrit toujours au présent ou parfois au passé, jamais au futur. Vous avez ça sur votre espace de partage que je vous avais donné au début de l'année. Normalement, vous avez téléchargé. Si vous ne l'avez pas fait, faites comme on a vu en espagnol. Prenez le document, ouvrez votre archive méthodologie et laissez-le dans votre tablette pour travailler toujours hors connexion. N'oubliez pas que sinon les tablettes doivent être connectées au Wi-Fi, vont consommer plus d'énergie et de batterie. Vous avez bien sûr aussi ma méthodologie pour rédiger une conclusion ou une introduction qui vous aidera à répondre à cette question problématisée. Ici sont les documents, je vous laisse le temps de jeter un coup d'œil pour retravailler si vous avez des doutes. Nous continuons maintenant notre cours d'histoire. Nous avons vu le chapitre 1 du premier grand thème, le monde méditerranéen, les empreintes de l'Antiquité et du Moyen-Âge. La Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines, nous venons de la finir. Et nous allons commencer maintenant avec la Méditerranée médiévale, l'espace d'échange et des conflits à la croisée des 3 civilisations. Comment se côtoient et s'affrontent les civilisations des rivages de la Méditerranée au Moyen-Âge. Ces premiers grands thèmes, nous allons parcourir la Méditerranée de le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 12e siècle après Jésus-Christ. Total 17 siècles d'histoire autour de la mer Méditerranéenne. Maintenant, ça sera le Moyen-Âge et la suite de ce qui restera de l'Empire romain. Et comment ces civilisations qui vont s'étendre autour de la mer Méditerranéenne vont se côtoyer et se confronter des fois. Ces 3 grandes civilisations vont avoir une relation directe avec les religions qui vont suivre. Nous avons les chrétiens, nous avons les juifs et nous avons le monde musulman. Après la chute de Rome, en 476,
et les invasions germaniques, l'Empire romain d'Occident est remplacé par des royaumes. L'Ancien Empire romain d'Orient se resserre autour de ces anciens territoires grecs et prend le nom d'Empire byzantin. À partir du 7e siècle, une nouvelle civilisation se développe dans l'est et le sud de la Méditerranée, l'islam. Rome n'arrivera pas à supporter la pression de ces invasions germaniques. La figure de l'empereur ne sera pas aussi respectée à la fin, et même si Théodose, en suivant le chemin de Constantin, avait essayé de fortifier l'empire en lui donnant seulement une religion, ces luttes internes par le pouvoir seront destructives. Et l'empire, une fois qu'il n'arrivera pas à assurer les voies terrestres et maritimes pour le commerce, finira par s'effondrer. Cet empire sera remplacé par des royaumes. On vivra une fragmentation de chaque région. Et dans ces régions, ils vont apparaître des royaumes, des seigneurs féodaux, des personnalités qui pourront défendre ces territoires de l'insécurité qui les entoure. C'est pour cela que cet ancien empire romain d'Orient passera à s'appeler l'Empire byzantin. Et bien sûr, nous verrons la naissance de l'islam. Vous trouverez sur la page 73 et 87 du livre des grands points du cours qu'on va travailler durant ce thème 2. Les grands ensembles de civilisations et les contacts et échanges en Méditerranée. Voici le vocabulaire. Bien sûr, vous le trouverez sur École Directe, mais là, à différence de ce que je vous avais montré dans le premier thème, il n'y a pas la définition. La définition, vous devez la trouver sous les livres, car à chaque fois qu'on avance sur notre livre, vous pouvez voir ces vocabulaires. Je vous donne l'exemple. Voici notre livre. Et comme vous voyez, voilà le vocabulaire. Vous le trouvez là. Voilà la page de notre livre. Et ici, vous voyez le vocabulaire. C'est toujours marqué en rouge de côté. Et ça, c'est les cours qu'on est en train de travailler, qu'on va travailler durant ce thème-là. C'est la page 72-73, les grands ensembles de civilisations. Et ensuite le 87. Aussi, vous trouverez le vocabulaire. Nous allons travailler et à parler du chiisme, de la chrétienté, le Coran, Andini, qu'est-ce que c'est la djihad, l'excommunication, un fief, un vassal et la féodalité, un hérétique, l'islam, un ordre religieux, un sacrement, le schisme, une seigneurie, un comptoir, une croisade, la reconquista, le doge, les États latins d'Orient, la sérénissime, un syncrétisme, la terre sainte,
Ça, c'est l'ensemble de vocabulaire pour ce thème. Nous commençons notre première séance. Comment se présentent les trois grands ensembles de civilisations au milieu du XIe siècle. Le temps est passé, l'effondrement de l'Empire s'est déroulé et ces seigneurs féodaux vont s'allier pour arriver au milieu du XIe siècle avec une structure très claire de ce qu'on peut trouver autour de la mer Méditerranée. À travers le document 4 de la page 65 du livre, nous allons situer les trois grands ensembles de civilisations au milieu du XIe siècle. Voici le document. Une carte où on voit le territoire autour de la mer Méditerranée et aussi le nord de l'Afrique. Et on voit aussi la péninsule arabique. Parce que là, on voit où il va s'étendre le monde arabo-musulman, l'évolution, d'abord à la mort de Mahomet, et ensuite au milieu du XIe siècle. Quels sont les lieux saints de l'islam? Médine et la Mecque. Et la capitale du califat au XIe siècle, à Bagdad, mais aussi Cordoue, à l'Andalous. Donc on voit d'abord ces premières grandes civilisations, le monde arabe musulman qui va s'étendre au nord de l'Afrique, dans toute la péninsule arabique, Proche-Orient, et qui arrivera à la péninsule ibérique jusqu'à Al Tajo et à l'Ebro. Donc ces deux grandes rivières qui sont aussi au nord de l'Espagne, qui vont être utilisées aussi comme frontières naturelles. Divisées, bien sûr, regardez bien, deux capitales d'un califat. Un califat, c'est l'extension du territoire contrôlé par un calife, c'est-à-dire une personnalité qui détient les pouvoirs religieux, politiques et militaires, un peu à l'image de ce que l'empereur, comme nous avons vu, Octave Auguste, avait réussi à réaliser, de tenir tout type de pouvoir. Nous continuons et on regarde l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, avec la capitale à Constantinople, le reste de l'Empire romain d'Orient. Il va s'étendre pour ce que c'était le monde grec. Et pour finir, l'Occident chrétien, où nous pouvons voir les grands lieux de pèlerinage, comme c'est à Compostelle ou Rome, qui va s'étendre pour ce qu'aujourd'hui c'est la France, le Royaume d'Angleterre, les royaumes espagnols et le Saint-Empire. Nous sommes donc capables de situer ces trois grands ensembles de civilisations au milieu du XIe siècle, géographiquement parlant. Au milieu du XIe siècle, le monde arabe-musulman s'étend au Moyen-Orient et à la péninsule ibérique, en passant par tout le littoral nord de l'Afrique. L'Occident chrétien couvre le nord de l'Espagne. La France, l'Europe centrale et une grande partie de l'Italie. L'Empire byzantin comprend essentiellement la Grèce et l'Asie mineure. Quelles sont les évolutions territoriales qui vont connaître l'Empire byzantin et le monde arabe-musulman entre le 7e et le 11e siècle? Nous allons répondre à travers le document 1 et le document 4 de la page 65 du livre. Voici une frise chronologique qui nous montre cette émergence de trois civilisations. Pensez bien à la question, les évolutions territoriales de l'Empire byzantin et monde arabe musulman. Monde musulman, Empire byzantin. Regardez bien. Nous sommes en train de voir comme il y a des conquêtes vers l'année 700, vers l'année 850, conquête bulgare, conquête turque, pillage de Constantinople, prise de Constantinople par les Turcs.
Si vous voyez l'Empire byzantin, au fur et à mesure, entre les 500 et le 1453, en fait, il va toujours perdre des territoires. D'abord, c'est les Arabes qui vont conquérir certaines parties, après les Bulgares, après les Turcs, et Constantinople qui va vivre 2 pillages. La capitale sera pillée, et ça fera vraiment que l'Empire byzantin sera vraiment affaibli. Par contre, le monde musulman, on peut le compter à partir de la mort de Mahomet, qu'on peut compter cette naissance de l'islam. On va vivre une première période de conquête arabe très rapide, fulgurante, qui arriveront jusqu'à la péninsule ibérique, quand l'Empire sera unifié. Mais après, il y aura cette division qui feront qu'apparaîtront différents califats, comme nous avons déjà vu. Ensuite, les croisades chrétiennes, qui vont s'étendre plus ou moins 200 ans, pour arriver à cette période avec une évolution très différente à celle de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin est progressivement rétracté à la suite des conquêtes arabes, bulgares et turques. Le monde arabe musulman, par contre, va connaître une formidable expansion territoriale entre le 7e et le 8e siècle surtout. Mais comment sont politiquement organisés ces 3 ensembles au XIe siècle? On a vu où ils vont s'étendre. On a vu leur évolution. Mais est-ce que politiquement ils ressemblent? On sait très bien qu'au niveau religion, pas forcément, même si l'Empire byzantin, à la base, c'est aussi monde chrétien. Mais il y a des différences politiques. On va le travailler à partir du document 1 et 4 de la page 65. Byzance est un empire unifié, donc la capitale Constantinople. L'Occident chrétien est divisé, par contre, un royaume issu de l'éclatement de l'empire carolingien et connaît au XIe siècle le développement des pouvoirs féodaux. Le monde arabe musulman est aussi marqué par d'importantes divisions politiques, 3 califats rivaux. L'image qui peut vous aider, c'est celle-ci, ce document, comme je vous ai déjà expliqué. L'Empire byzantin est seulement la capitale. Ici, on voit Cordoue, Bagdad, mais aussi le Caire, dans le monde arabe musulman. Et l'Empire, le monde chrétien, vous voyez qu'il y a différents royaumes. Celui-là d'Angleterre, de France, il y a la Pologne, la Hongrie et le Saint-Empire. Politiquement, le monde chrétien et le monde arabe musulman ne sont pas unis. L'unique civilisation qui unit politiquement, c'est l'Empire byzantin, même si c'est la plus faible et c'est celle qui va perdre plus de territoire. Et quelles sont donc les 3 religions au cœur de chacune des civilisations? On a déjà un peu parlé, mais je vous montre le document 2, 3 et 5 de la page 65 pour pouvoir nous aider. Tout le monde reconnaît? C'est une abbaye. 12e siècle, cher en France. Lors des sitôt, ces moines vivent en communauté selon les principes des règles cisterciennes. Cette première grande civilisation tourne autour du christianisme, des représentants comme les moines et l'ordre du Cister seront eux qui vont étendre la religion et les croyances tout le long de ces territoires chrétiens. Mais pas seulement là, ils iront aussi essayer de montrer la religion au-delà de leur territoire. Mais si dans le monde chrétien, on a ce type de bâtiment qui peut nous aider à visualiser leur religion, ici, nous avons la grande mosquée de Kairouan, en Tunisie.
construite juste après la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes et la prise son allure définitive au IXe siècle, les musulmans de la ville se retrouvaient dans les grandes mosquées pour la prière du vendredi. Une structure complètement différente, une religion complètement différente, même s'ils sont monothéistes. L'islam, les mosquées et leur façon de vivre la religion sera un point de conflit et de non-entendement entre ces deux grandes civilisations méditerranéennes, tout le long du Moyen Âge. Et pour finir, l'église Sainte-Sophie de Constantinople, elle a été construite au VIe siècle par l'empereur Justinien. La coupole est retenue par des contreforts, comme vous voyez ici. Une coupole magnifique, extrêmement grande, qui a besoin de ces contreforts pour tenir. Les minarets, qui vont être construites après, parce qu'elle sera transformée en une mosquée. Cette mosquée, d'ailleurs, que Atatürk, en 1923, quand les Turcs ont créé leur république, avait essayé de laisser comme musée et n'était pas utilisé comme mosquée, mais qu'il y a moins d'un mois, Erdogan, le nouveau président turc, a encore donné l'ordre pour que Sainte-Sophie soit une mosquée. Donc aujourd'hui, ces minarets marchent à nouveau et ils font le chant de la prière. L'Empire byzantin, l'Église orthodoxe, basée dans le christianisme, mais avec des différences, surtout au niveau de la tête de leur religion. Car en étant orthodoxes, eux, ils vont avoir leur propre pape orthodoxe, qui sera lui qui détiendra la foi de l'Empire byzantin sur son territoire. L'Empire byzantin et l'Occident sont chrétiens. L'Islam est au cœur de la civilisation arabo-musulmane. Mais comment se manifeste le contact dans la Méditerranée médiévale? Ça fait partie de notre problématique, de notre thème global, ces contacts. Parce que même si nous allons visiter à nouveau les documents 4, la Méditerranée, vous le savez très bien, Rome avait construit des routes, Rome avait été capable de l'unir à travers la mer, et même nous avons vu avant comment Carthage et Rome se sont déjà eu des conflits parce qu'au niveau commercial, ils n'arrivaient pas à suivre ou avoir de l'espace pour ces civilisations. Alors comment ces trois grandes civilisations aussi grandes, aussi puissantes, vont coexister et ils vont avoir des contacts? Il y aura tout type de contacts, évidemment. Un type de manifestation de ces contacts sera à travers les croisades. Là, ce document il nous montre l'affrontement entre chrétiens et musulmans en Espagne. En Espagne, en Terre Sainte et encore en Sicile, la chrétienté rencontre l'islam dans un contexte guerrier. Cette image représente la reconquiste d'Espagne musulmane par les rois et chevaliers catholiques. Évidemment, un type de contact sera belliqueux, sera la guerre. Mais ce n'est pas seulement à travers la guerre que ces trois grandes civilisations vont se côtoyer. Ici, vous voyez un document, une miniature du libère Honoren Augusti de Pierre de Boli, où on voit le roi chrétien Guillaume II de Sicile soigné par des musulmans. Il représente les derniers jours de Guillaume II de Bon, roi normand et chrétien de Sicile. Il s'agit de l'intérieur du palais de Palerme. À gauche, un médecin arabe inspecte les urines.
comme le préconisaient les médecins de l'Antiquité grecque, Hippocrate et Galien. À droite, un astrologue cherche à établir un horoscope sur la mort du roi et observa les ciels à l'aide d'un astrolabe. Comme vous voyez, ces grandes civilisations vont être capables d'aller au-delà de ces contacts guerriers et essayer de profiter des points forts de chacune d'entre elles. Les musulmans vont être très réputés par rapport à leur développement de la science et de la médecine. Un roi donc chrétien ne laissera pas passer l'opportunité de se soigner s'il peut être sauvé par des médecins musulmans. Et juifs aussi. Vous le verrez que même les rois chrétiens vont avoir souvent un médecin privé musulman. Comment sont organisées les trois grandes civilisations méditerranéennes au Moyen Âge? Nous devons analyser cette organisation au niveau politique, religieuse de ces trois grandes civilisations. Tout d'abord, l'Occident chrétien. En 476, l'Empire romain d'Occident est remplacé par des royaumes. Mais dès le IXe siècle, suite à plusieurs vagues d'invasions, les empereurs et les rois perdent beaucoup de leur puissance au profit des grands seigneurs. Les seigneurs détiennent le pouvoir au niveau local et organisent un système féodal. Cette organisation de la société repose sur les liens de dépendance entre les seigneurs et les vassaux. Les vassaux reçoivent un fief en échange de leur aide militaire. Les seigneurs exercent leur pouvoir dans le cadre de la seigneurie. On peut donc parler de morcellement politique. Par contre, l'Église romaine assure l'unité de cet espace politiquement divisé. Les besoins de défense face à ces vagues d'invasion feront qu'au niveau politique, l'Occident chrétien va se replier sur soi-même et il cherchera à défendre les territoires les plus près à l'habitat de personnes. Ce système féodal fera que des personnes, des paysans, qui ne savaient pas se défendre, qui ne sont pas des guerriers, qui ne sont pas des soldats, vont donner leur sécurité à des seigneurs, des soldats, qui vont prendre le rôle de le défendre. En échange, les paysans produira de la nourriture pour pouvoir nourrir ces seigneurs. Ce système féodal va évoluer et montrera un échelon entre les différentes personnalités. Ce système pyramidal qui va se mettre en place placera en haut les seigneurs les plus forts et eux qui sont capables de défendre les territoires et le faire prospérer. Cette seigneurie sera la base du système politique dans l'Occident chrétien. Il est vrai que c'est fragmenté. Et il est vrai qu'en plus, les vassaux ils vont recevoir un fief en échange de leur aide militaire. Donc ça sera toujours une relation de dépendance. Mais cette organisation politique évoluera et va évoluer au fil des années. Ça sera à l'Église romaine d'assurer l'unité. Cette organisation religieuse nous permettra donc de parler d'un territoire de chrétiens d'Occident, parce que sinon il faudrait parler de chaque royaume de façon individuelle. La société occidentale est encadrée par l'Église. Elle impose des obligations aux fidèles, comme la pratique des sacrements, la peur de l'enfer et l'espoir d'une vie éternelle au paradis permet à l'Église de renforcer son contrôle sur les chrétiens. Le pape cherche aussi à imposer son autorité aux rois et aux empereurs. En tant que représentant de Dieu, il affirme être supérieur à tous les princes et il peut excommunier
ceux qui ne respectent pas son autorité. Il lance aussi des expéditions militaires contre les hérétiques. Le vrai pouvoir restera dans le monde religieux. Cette union chrétienne permettra au pape de pouvoir imposer leur pouvoir aux différents seigneurs dans l'Occident chrétien. D'abord, ils vont réaliser ces contrôles de la population à travers les sacrements ou aussi à travers la construction des cathédrales qui permettra de montrer leur pouvoir et qui vont avoir une influence directe sur les personnes simples, le peuple, qui n'arrive pas à comprendre comment l'homme est capable de construire des merveilles telles qu'une cathédrale. Ça va émerveiller et ça donnera beaucoup de respect et de peur aux fidèles. Ces papes vont utiliser leur pouvoir donc pour affirmer être supérieurs à tous les princes et ne laisser pas qu'un roi puisse le contrôler. Vous allez voir que cette lutte sera celle qui va caractériser le Moyen Âge, la lutte entre les princes, les rois de chaque région, qui vont gagner en puissance et qui vont essayer de contrôler les papes, et comment les papes vont faire pour lutter contre ces contrôles, et encore essayer de montrer que c'est eux qui sont choisis par Dieu, et pas le roi. Vous allez après voir au fur et à mesure que cette situation changera au fil aussi des années. N'oubliez pas que le pape était capable de lancer des expéditions militaires contre les hérétiques comme celle de Simon de Montfort, contre les Cathares dans la région d'Occitanie, vers le XIIe siècle aussi. Le pape était donc capable d'avoir un pouvoir religieux sur la mentalité, mais aussi politique et même militaire. Même s'il n'avait pas une armée, il était capable de créer une armée et la lancer contre un ennemi. Pas seulement contre les hérétiques, on verra aussi l'exemple des croisades. L'Empire byzantin est l'héritier du monde romain, comme nous avons dit, suite à ces invasions qui vont faire perdre le territoire à l'Empire byzantin. Il va se réduire peu à peu. Il est gouverné par un empereur, les Basileus, représentant des dieux sur terre, donc le pouvoir est très important. Constantinople est la capitale. Vous voyez déjà la grande différence qu'il y a entre l'Empire byzantin et le monde chrétien. Dans le monde chrétien occidental, il y a une lutte de pouvoir entre les papes, que c'est lui qui détient le pouvoir religieux, et les rois, les princes, que même s'ils sont fragmentés, ils vont vouloir aussi avoir ces pouvoirs politiques, militaires et aussi religieux. Dans l'Empire byzantin, ça n'existe pas, c'est les Basileus qui détiennent les deux pouvoirs. Gouverner, représentant des dieux, et c'est lui qui détient les armées. En 1054, les papes et les patriarches, les chefs de l'Église chrétienne orthodoxe, se sont excommuniés mutuellement, créant un schisme au sein de la chrétienté. Un schisme, comme nous avons vu en définition, cette séparation et cette fragmentation d'une religion qui va apporter deux représentants, que chacun va dire que c'est lui qui détient la vérité, que c'est lui le légitime représentant de cette religion, et qui causera énormément de problèmes. Les Byzantins se proclament alors orthodoxes, ce qui veut dire cette doctrine droite. 1054, c'est une borne chronologique très importante. Ce schisme de l'Église montre les différences, pas seulement au niveau de l'Église, sinon aussi entre l'Empire byzantin et les chrétiens occidentaux. Des différences
entre ces deux grands territoires qui étaient unis au temps des Romains. Si déjà les Basileus avaient des difficultés à pouvoir trouver quelqu'un à sa hauteur au niveau politique, là, ça sera encore plus difficile, car au niveau religieux, les deux papes ne se parleront plus, ils vont être excommuniés l'un et l'autre. Les religions, même s'ils sont la même base, même si c'était la religion chrétienne au début, seront séparées. Les sacrements sont les mêmes, mais seuls les évêques et les moines doivent être célibataires. Le baptême est effectué par immersion. Les chants et les icônes ont une place plus importante dans les célébrations. Ce sont quelques différences entre la religion chrétienne et l'orthodoxe. Durant cette époque-là, entre l'Empire byzantin et les chrétiens occidentaux. Bien sûr, la base fondamentale, ce sont les sacrements, sont les mêmes. Mais ils vont commencer à avoir quelques différences qui vont les éloigner, surtout pour montrer leurs différences qui n'ont pas à voir l'un avec l'autre. La troisième grande civilisation, le monde musulman. Vous voyez comment les différences vont s'accroître entre un et les autres. Mais est-ce que dans le monde musulman aussi, on trouvera des différences ou pas? Selon comme je vous ai déjà présenté, le document 4, cette carte où on voit les trois califats, vous pouvez déjà savoir qu'il y aura aussi des différences, même au sein du monde musulman. Même si au début, Mahomet fonde une nouvelle religion monothéiste, le monde arabo-musulman a d'abord été politiquement unifié sous le pouvoir des premiers califes qui créent un immense empire qui s'étend de l'Espagne au Moyen-Orient grâce à la djihad, la guerre sainte. Le calife est à la fois le chef politique et le chef religieux. Là, on retrouve la même formule que les Basileus dans l'Empire byzantin. Le calife a le pouvoir politique et religieux. Mais au Xe siècle déjà, cet empire est divisé en trois califats rivaux. La civilisation musulmane, donc, surtout urbaine et partout. Les califes encouragent la culture, mettant à disposition des savants des vastes bibliothèques regroupant des œuvres des auteurs grecs, romains de l'Antiquité. Ce sera grâce au monde musulman que nous allons encore aujourd'hui pouvoir travailler le monde grec et romain comme à l'Antiquité. Car l'Empire byzantin avait perdu ses racines, n'avait pas eu la possibilité de garder ses savoirs, et les chrétiens, l'Occident chrétien était trop loin et trop concentré pour se défendre encore des invasions germaniques pour pouvoir essayer de sauver les restes des grandes civilisations romaines et grecques. Les musulmans sont divisés entre les sunnites, qui sont les plus nombreux, et les chiites. Les sunnites font partie, 90% de musulmans sont sunnites, seulement 10% sont des chiites. Ces différences entre sunnites et chiites ont une relation directe à comment les musulmans vont s'approcher de la parole de Mahomet. Et surtout, vont avoir aussi une relation avec les premières différences qu'on trouvera après les 4 premiers califes orthodoxes et les guerres civiles qu'on va vivre dans le monde musulman. Les juifs et les chrétiens appelés dhimmi sont autorisés à exercer leur religion en échange d'un impôt. Ça nous montre déjà cette coexistence, chose qu'on travaillera de façon plus approfondie ultérieurement, mais cette coexistence qui permet aux personnes d'autres religions de rester dans les territoires musulmans en échange d'un impôt. On vous accepte si vous payez. Évidemment, l'islam repose sur 5 piliers. La profession de foi, c'est ses prières quotidiennes, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du Ramadan.
Ce sont les 5 piliers de l'islam. La mosquée reste le lieu de prière, mais aussi d'enseignement et de justice. Le mélange, la fusion entre la religion, entre le monde religieux et le monde laïque, entre le monde de la pensée et le monde de la vie quotidienne, l'enseignement et les tribunaux. Ce monde musulman très riche et conscient de l'importance d'héritage grec-romain, aussi divisé par rapport aux intérêts de chaque calife, va vivre et va s'étendre entre les mondes chrétiens et leurs différences, les orthodoxes, à partir de 1054 et le schisme de la religion chrétienne d'Occident. Comme exercice à faire, vous avez un devoir à maison, vous allez faire des recherches sur une des 3 civilisations et nous allons le corriger le mercredi 7 octobre. Vous choisissez une de ces 3 et le mercredi, nous ferons un exposé en classe selon les personnes que je choisirai au hasard. Merci beaucoup. Vous trouverez tout ce qu'on a vu sur École Directe, sur l'onglet d'aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est le cours d'aujourd'hui, 30 septembre. J'espère qu'on se retrouvera mardi prochain pour notre examen au lycée. En tout cas, si nous sommes en contact pour voir l'évolution de ces confinements que je suis forcé à vivre, si en tout cas je dois encore rester confiné, l'examen aura bien lieu. Je donnerai les copies à la vie scolaire qui vous feront faire l'examen. Donc, travaillez bien votre empreintes grecques et romaines avant de faire l'examen de mardi prochain. Et s'il vous plaît, révisez bien aussi la méthodologie que je vous ai présentée pour ne pas se tromper, ne pas perdre des points au niveau des méthodologies à l'heure de l'examen. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.